Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau point presse du ministère des Armées. Donc au programme de ce point presse, nous commencerons avec la présentation des agendas de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Nous ferons ensuite un point sur les actualités du ministère des Armées. Et ensuite, nous aurons le focus thématique qui portera sur l'Indo-Pacifique. Depuis samedi, vous pouvez suivre la tournée du ministre des Armées en Indo-Pacifique à l'occasion de la 10e édition du sommet des ministres de la Défense du Pacifique Sud, SPDMM, pour South Pacific Defense Ministers Meeting. Ce déplacement et ce sommet sont l'occasion de consacrer notre focus thématique au déploiement de la capacité navale des patrouilleurs d'outre-mer, acteur clé de notre souveraineté, comme l'expliquera le capitaine de corvette Duvaux, officier de la sous-chefferie plan-programme de l'état-major de la marine. Nous ferons ensuite un point sur les opérations militaires françaises en cours avec le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées. Donc je commence avec l'agenda de M. Sébastien Lecornu qui, depuis le 2 décembre et jusqu'à demain, est en Indo-Pacifique. Il a commencé son déplacement en se rendant aux Philippines où il a signé une lettre d'intention avec son homologue visant à rehausser le partenariat stratégique de défense entre nos deux pays. L'objectif est de créer de l'interopérabilité et de l'intimité stratégique entre les deux armées. Sébastien Lecornu a ainsi annoncé l'ouverture d'une mission de défense permanente à Manille avec l'installation dans la ville d'un officier supérieur de la Marine nationale française. Il s'est ensuite rendu en Nouvelle-Calédonie à Nouméa pour la réunion des ministres de la Défense du Pacifique Sud du 4 au 6 décembre. 3 tables rondes ont été organisées sur les 2 jours pour identifier les moyens coordonnés de lutter contre les menaces hybrides dans le Pacifique Sud. Lors de la table ronde analysée, les ministres de la Défense ont pu mettre en commun les visions de chaque État membre sur les enjeux sécuritaires qui menacent le Pacifique Sud, mais aussi comparer les outils et les cadres juridiques de chaque pays. La table ronde anticipée a rappelé que ce réflexe était essentiel pour réagir rapidement et efficacement en cas de crise. À cette fin, la France a proposé d'approfondir le partage d'informations entre les États membres. Enfin, la dernière table ronde opérée a cherché les leviers communs d'action dans la zone. Certains existent déjà, comme les exercices régionaux mis en œuvre par le SPDMM de 2015 et qui permet de renforcer l'interopérabilité entre les pays membres. D'autres ont été proposés et validés, notamment le projet français d'un cadre de formation pour les États du SPDMM. Le ministre des Armées en a profité pour présenter l'Académie du Pacifique, dont le volet militaire proposera des formations pratiques et techniques aux militaires des pays de la région. À l'issue de ce sommet, le ministre des Armées a été salué par la qualité de l'organisation de la 10e édition du SPDMM et la 11e édition aura lieu l'année prochaine en Nouvelle-Zélande. Je termine l'agenda du ministre en indiquant qu'il achève sa tournée en Indo-Pacifique en s'en rendant aujourd'hui et demain en Malaisie pour des entretiens bilatéraux. Je passe à présent à l'agenda de Mme Patricia Mirallès. Mardi 5 décembre, Mme Mirallès était à Port-Vendre où elle a présidé une cérémonie d'hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Aujourd'hui, en fin de journée, elle remettra des décorations au Val-de-Grâce avant de participer à la soirée de lancement de l'opération d'appel aux dons pour la restauration de l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce. J'y reviendrai plus en détail dans les sujets d'actualité. Et dimanche, elle sera à Strasbourg pour prendre part à la signature d'une convention entre l'Office national des combattants et victimes de guerre et le Racing Club de Strasbourg, Alsace, avant d'assister au match entre le Racing et le Havre Athletic Club au profit du Bleuet de France et en hommage aux victimes des attentats du marché de Noël de Strasbourg en 2018. Elle restera à Strasbourg lundi pour participer à l'hommage national aux victimes de cet attentat. Avant de présenter les actualités du ministère, je souhaitais rendre hommage au brigadier chef Hervé Servius. Militaire du 35e régiment d'artillerie parachutiste,
il est décédé le 1er décembre 2023 après une longue hospitalisation à la suite d'un accident lors d'un entraînement de préparation opérationnelle en France il y a 1 an. Au nom du ministère des Armées, j'adresse tout mon soutien et mes sincères condoléances à sa famille et à ses frères d'armes. Je passe à présent aux actualités avec, pour commencer, 2 exercices. Tout d'abord, Typhon 23 réalisé par la Marine nationale. Je vous propose de regarder une courte vidéo en introduction de cet exercice qui s'est déroulé les 29 et 30 novembre sur la base navale de Toulon. Quelque chose est tombé du ciel et a tapé mon véhicule. Je demande plus d'informations suite à la charge de drone qui aurait été lâchée au niveau de Milo 2. Nous sommes actuellement victimes d'une attaque massive par mail frauduleux. Non, pour l'instant, personne rentre. Très bien, vous n'avez vu rien déposer? Alerte missile sur tribord, alerte missile sur tribord. C'était un entraînement à la défense du port militaire et de ses emprises pour faire face aux menaces dans tous les champs. Une force ennemie fictive a simulé l'infiltration et le sabotage de la base navale de Toulon à travers de raids nautiques, subaquatiques, aériens et terrestres conventionnels et asymétriques. Des drones ont été mobilisés ainsi que des capacités cyber avec l'intégration d'une partie du périmètre de l'exercice E = MC 23 que nous avions déjà évoqué la semaine dernière. Typhon 23 a également été l'occasion d'intégrer différentes expérimentations capacitaires, notamment essaim de micro-drones aériens, drones de surface, matériel de détection, conformément à la démarche Perseus. Perseus est, je vous le rappelle, une démarche d'innovation en boucle courte. Il s'agit de faire tester par les marins eux-mêmes, en conditions réelles, durant une opération ou un exercice de préparation au combat, les innovations prometteuses issues des centres experts, des laboratoires d'expérimentation des forces maritimes ou encore de l'industrie de défense. J'ajoute que l'armée de terre et l'armée de l'air et de l'espace ont participé à cet exercice avec 2 sections du 1er régiment de chasseurs parachutistes, un Mirage 2000-5, un E-3F AWACS et un avion ravitailleur. Au global, cet entraînement a permis d'intégrer au niveau tactique toutes les composantes. La cohérence de l'ensemble a été assurée par le centre de combat naval. Second exercice, le challenge drone, mené par la 11e brigade parachutiste à partir de lundi prochain. Comme vous le savez, l'armée de terre poursuit sa modernisation selon une dynamique pleinement adaptée aux défis actuels et futurs. Pour ce faire, elle conduit des entraînements pour faire face aux chocs les plus durs dans un cadre que les spécialistes appellent M2MC. Il s'agit, donc c'est pour multimilieu, multichamp. Il s'agit de préparer les forces aux nouvelles formes d'affrontement. Le challenge drone que conduira du 11 au 14 décembre la 11e brigade parachutiste au camp de Caylus dans le Tarn-et-Garonne entre parfaitement dans ce cadre. Et en effet, les différentes unités engagées dans cet exercice évolueront sur des ateliers impliquant l'utilisation de drones,
Maniabilité de jour comme de nuit en zone urbaine, guidage d'une équipe, reconnaissance d'un point de passage et détection de mines, recherche d'objectifs. Le challenge permettra de stimuler la réflexion sur l'utilisation des drones et d'en tirer un retour d'expérience constructif pour l'ensemble de la brigade et l'ensemble de l'armée de terre. Il répond à la dynamique de dronisation dans laquelle l'armée de terre est engagée et qui vise, entre autres, à en faire la première armée de terre européenne dans l'emploi des drones aériens au sein du combat aéroterrestre. Pour participer à ce VIP Day de cet exercice le 13 décembre prochain, je vous encourage à vous rapprocher du CIRPATER. Je continue sur le sujet drone, plus précisément sur l'accélération de la boucle renseignement-feu réalisée par le 40e régiment d'artillerie. Déployé durant 5 semaines à Canjuers, du 6 novembre au 5 décembre, dans le cadre d'une préparation à la projection, les artilleurs ont concrétisé l'accélération de la boucle renseignement-feu par l'action combinée de bout en bout des drones SMDR, c'est-à-dire système de mini-drones de reconnaissance, et de canons César. Jusqu'à présent, le réglage des tirs par les SMDR avait été uniquement réalisé à titre expérimental. Et c'est la première fois que ce réglage est réalisé de bout en bout en phase de préparation opérationnelle en matière autonome. Du décollage pour rechercher du renseignement à l'évaluation des dommages, en passant par l'acquisition d'objectifs, la désignation des coordonnées, la transmission de la demande de tir par le système Atlas, automatisation des tirs et des liaisons de l'artillerie sol-sol, le déclenchement et le réglage des tirs César, le lien direct entre les moyens d'acquisition spécialisés présents au sein des régiments d'artillerie et la performance du système Atlas permet la neutralisation de l'objectif. Cette synergie des effets et des moyens est au cœur des enjeux de la haute intensité, et notamment ceux d'une artillerie de combat. Comme l'indiquait le chef d'état-major de l'armée de terre la semaine dernière, pas d'engagement majeur sans capacité d'action puissante dans la profondeur. J'évoque maintenant un sujet espace avec Defin Space, un hackathon dédié à la défense spatiale. Créé en 2021, Defin Space fait partie de la stratégie du commandement de l'espace pour promouvoir la recherche de solutions innovantes afin d'assurer ses missions de maîtrise de l'espace. Ce hackathon permet aussi aux candidats de découvrir le domaine peu connu de la défense spatiale. Et pour sa 3e édition, Defin Space a réuni les 17 et 18 novembre en simultané près de 350 participants répartis en 82 équipes dans 6 villes de France et 5 pays du monde. 2 challenges relatifs à la maîtrise de l'espace et plus particulièrement cette année au thème des constellations de satellites étaient proposés. En effet, aujourd'hui, plus de la moitié des satellites en orbite appartiennent à des constellations, aussi bien dans les domaines des télécommunications, de la navigation, que de l'observation de la Terre. Le développement de ces constellations est exponentiel et soulève de nouveaux enjeux. Encombrement orbital, compétition entre acteurs, accès aux lanceurs, autant d'éléments susceptibles de transformer les modèles économiques et le paysage spatial. Avant de parler de la phase finale de ce hackathon, je vous propose une petite vidéo pour mieux comprendre les enjeux.
Il y avait donc 23 équipes qui ont été sélectionnées pour la phase finale qui aura lieu mardi prochain à Issy-les-Moulineaux et à l'issue de laquelle les 2 équipes lauréates seront invitées à visiter le centre spatial européen de Kourou en Guyane. Les journalistes qui souhaitent assister à cet événement peuvent se rapprocher du CIRPA Air et Espace. Je passe maintenant à une actualité mémorielle, la cérémonie d'hommage aux cadets de Saumur et aux troupes voisines. Cet été, le dernier des cadets de Saumur a disparu. À 104 ans, le chef d'escadron Yves Reynaud était l'ultime représentant de cette promotion de jeunes officiers de réserve qui, du 18 au 20 juin 1940, continuèrent à combattre l'envahisseur allemand au moment où le maréchal Pétain rendait les armes. En s'engageant à défendre la France portée par l'honneur et les valeurs de l'enseignement militaire, en préférant la voie du combat et de la bravoure à celle du renoncement et du repli résigné, ces jeunes soldats ont à jamais marqué l'histoire de la France. Et leur sacrifice héroïque doit être dignement rappelé et commémoré. Aussi, pour leur rendre hommage, une cérémonie conjointement organisée par l'école de cavalerie de Saumur, l'école du train et de la logistique opérationnelle de Bourges, l'Association nationale des officiers de réserve de l'arme blindée de cavalerie, la mairie du 15e arrondissement de Paris et le ministère des Armées aura lieu le 11 décembre à 11h sur le pont de Grenelle, cadet de Saumur, dans le 15e. Si vous souhaitez participer à cette cérémonie d'hommage aux cadets de Saumur et aux troupes voisines, vous pouvez vous accréditer auprès du CIRPATER. Je termine par 3 actualités plus culturelles. 2 d'entre elles concernent des événements qui auront lieu le jeudi 14 décembre en fin de journée à Paris. Tout d'abord, la cérémonie du prix d'histoire militaire. Créé en 1997, le prix d'histoire militaire permet d'encourager et de promouvoir la recherche universitaire en histoire militaire et de la défense. Chaque année, un mémoire de Master 2 et une thèse sont distingués par le Conseil scientifique de la recherche historique de la défense qui réunit 25 professeurs d'université. Et depuis l'an dernier, le jury décerne également une mention spéciale. La cérémonie de remise des prix aura lieu dans la rotonde de l'école militaire à partir de 17h le 14 décembre. Donc. Et si vous souhaitez y participer, je vous invite à vous rapprocher du centre média. Le 14 décembre aura également lieu la remise du prix littéraire Erwan Bergaux. La France est une nation profondément littéraire et en tant qu'institution nationale, il est naturel que l'armée de terre s'intéresse à sa façon à la littérature. Aussi, chaque année, depuis 1995, elle décerne le prix littéraire militaire Erwan Bergaux qui rend hommage à cet écrivain, journaliste et ancien officier parachutiste français, afin de récompenser une œuvre grand public en langue française, célébrant un exemple d'engagement au service de la France et de ses valeurs essentielles. Cette année, 7 ouvrages étaient en lice et je vous laisse les découvrir à l'écran. Le temps de vous dire qu'un vote final, en présence du chef d'état-major de l'armée de terre, le général d'armée Pierre Schill, a permis de les départager. Et le regagnant sera annoncé le 14 décembre. Les journalistes souhaitant assister à cet événement peuvent se rapprocher du CIRPATER. Dernière actualité dans le domaine culturel toujours, un appel aux dons pour la restauration de l'église du Val-de-Grâce à Paris. Après l'explosion survenue le 21 juin 2023 rue Saint-Jacques à Paris, le site de l'église du Val-de-Grâce, chef-d'œuvre baroque, qui constitue par ailleurs un des éléments marquants du parcours de visite du musée du service de santé des armées, ont subi des dommages, entraînant leur fermeture au public. Si les travaux de sécurisation diligentés rapidement par le ministère des Armées ont permis d'ouvrir temporairement l'église à l'occasion des Journées européennes du patrimoine en septembre, des travaux de restauration sont à présent indispensables. Ils ont été évalués à 1,3 million d'euros et aussi le ministère des Armées a lancé aujourd'hui, en partenariat avec la Fondation du patrimoine, une campagne de mécénat afin d'en financer une partie. L'objectif de collecte annoncé est de 300 000 euros. Je vous laisse découvrir en images les œuvres auxquelles seront affectées les sommes collectées.
Deuxième acteur culturel de l'État, le ministère souhaite favoriser la diffusion d'une mémoire partagée et de valeurs communes, facteur de cohésion sociale et d'unité nationale. Il entend permettre à tous ceux qui le souhaitent de s'associer à cet effort via une politique volontariste de mécénat pilotée par la Direction de la mémoire, de la culture et des archives. Avant de passer au focus thématique, avez-vous des questions en salle ou en audio au sujet des actualités du ministère? Donc, je passe maintenant au focus thématique consacré à une capacité navale au service de la souveraineté de nos outre-mer, les patrouilleurs outre-mer. À travers la présidence de cette 10e conférence du SPDMM, que j'ai largement évoquée au début de ce point presse, il s'agissait pour la France de renforcer l'architecture multilatérale de sécurité avec nos partenaires de la famille du Pacifique. L'organisation de ce sommet en Nouvelle-Calédonie traduit par ailleurs l'importance de la souveraineté de nos outre-mer dans l'environnement indo-pacifique. Pour assurer cette souveraineté, le ministère des Armées déploie des capacités significatives terrestres, aériennes et navales, dont les patrouilleurs outre-mer, dits POM. Sébastien Lecornu a d'ailleurs profité de son déplacement en Nouvelle-Calédonie pour inaugurer lundi le nouveau quai des patrouilleurs outre-mer de la base navale de Nouméa. Ce quai accueille depuis avril 2023 l'Auguste Benebig, le premier d'entre eux. Commandant, je vous laisse justement présenter ces patrouilleurs. Si vous pouvez prendre place et présenter les POM. Bonjour, je suis le commandant, le capitaine de corvette Marc Duvou. Je travaille au sein de l'état-major de la marine, au bureau plan et programme, où je m'occupe de capacités et d'équipements, notamment en lien avec les patrouilleurs. Donc, le focus d'aujourd'hui a pour sujet les POM, P-O-M pour patrouilleurs outre-mer, et nous allons l'aborder sous deux angles différents. Tout d'abord, celui des missions que ces bâtiments assurent outre-mer. Ensuite, un second angle sur leurs capacités et leurs équipements, notamment la réelle plus-value qu'ils apportent par rapport aux anciennes générations de patrouilleurs, notamment la classe des patrouilleurs de 400 tonnes, les P400. Donc là, on a un patrouilleur d'ancienne génération, et on a une infographie normalement, voilà, pour vous présenter les POM. Donc ces patrouilleurs, avec la présence de l'Auguste Benebig à Nouméa, sont désormais partie intégrante des forces de souveraineté outre-mer et sont des moyens modernes pour faire respecter notre souveraineté et protéger nos intérêts dans nos eaux territoriales, dans nos zones économiques exclusives et leurs abords. Pour préserver les ressources halieutiques en conduisant des missions de police des pêches, pour lutter contre les trafics illicites en mer, par exemple les trafics de stupéfiants, pour intervenir en cas de pollution et donc participer à la préservation de l'environnement, pour participer au sauvetage des personnes en mer, et aussi assister les navires en difficulté ou les populations en difficulté à terre. Ce sont donc les missions traditionnellement allouées à nos patrouilleurs au sens général. Cependant, par rapport à l'ancienne génération, les POM apportent modernité et plus-value en accord avec la détermination de la France à affirmer notre souveraineté et faire appliquer le droit dans nos eaux sous juridiction. Une attention particulière a été portée à la conception des patrouilleurs outre-mer qui assurent une excellente tenue à la mer et du confort pour l'équipage. La tenue à la mer a été démontrée lors du transit de l'Auguste Benebig vers Nouméa, qui a affronté de grosses mers, notamment dans le golfe de Gascogne, et qui s'est très bien comporté, qui a démontré ses qualités nautiques. Ce sont des bâtiments qui sont plus grands que les anciens. Donc un POM fait 80 mètres de long, alors qu'un P400 en faisait 55 mètres. Cela se traduit en confort pour l'équipage, avec des locaux plus grands, un confort de vie amélioré, et aussi un confort de travail, avec des espaces modulaires, pour la mise en œuvre des drones, pour la mise en œuvre de plongeurs, pour la mise en œuvre de capacités anti-pollution, notamment sur la plateforme et la plage arrière que vous pouvez voir à l'image. Les POM sont aussi des bâtiments endurants et rapides. Ils sont plus endurants et rapides que leurs prédécesseurs, mais aussi que les patrouilleurs qui se situent en Antilles-Guyane. C'est dû aussi à leur forme de carène et à leur structure en aluminium qui
leur confère de la légèreté, une propulsion très efficace. Et être rapide, c'est un atout. Un atout car nos zones économiques exclusives sont très étendues et un POM peut aller 2 fois plus vite, par exemple, qu'un BSAOM. Donc quand il faut aller intervenir, évaluer une situation de crise, un bateau qui va s'échouer dans un atoll, par exemple, le POM peut être très rapidement dépêché sur place en attendant des renforts. C'est aussi un bateau qui dispose d'une plus grande souplesse au niveau de sa propulsion, avec une propulsion électrique et diesel, à la fois pour la vitesse, mais aussi pour durer longtemps à de très petites vitesses, être très manœuvrant dans les environnements complexes que l'on connaît outre-mer, ou pour des missions qui nécessitent de patrouiller à très petite vitesse, de rester aux côtés d'un contact que l'on est en train de visiter, par exemple. Par rapport à leurs prédécesseurs, ils disposent d'atouts majeurs pour surveiller des espaces maritimes. Donc, avec un radar de veille surface et air, ça permet à la fois de regarder ce qui se passe au-dessus de nos eaux et pas seulement à la surface de l'eau, et d'assurer la sécurité des vols de drones qui sont mis en œuvre depuis le patrouilleur. Ils disposent de moyens optroniques, optiques jour et nuit, avec de l'infrarouge, ce qui leur permet d'avoir une surveillance accrue au niveau des activités illicites. Et enfin, ils sont nativement conçus, et c'est le premier bateau qui est nativement conçu pour mettre en œuvre des drones. Donc des drones type SMDM, système de mini-drone marine, qui est un drone à voilure fixe, qui peut avoir une élongation d'une 50aine de kilomètres, rester 3 heures en vol, et donc fournir une appréciation de situation dans nos eaux. Et également, grâce à sa plateforme et son hangar aviation, mettre en œuvre des drones à voilure tournante d'environ 200 kg. Leurs moyens d'action ne sont pas en reste, et vous le voyez à l'image avec leur armement, leurs embarcations. Donc un POM peut emporter 3 embarcations rapides, dont des embarcations pour commando, et également accueillir du personnel en renfort, 23 personnels en renfort pour un équipage de 30 marins, ce qui est conséquent, et ce sont par exemple des commandos qui pourraient intervenir, comme ça a pu être fait par le passé, sur des missions de narcotrafic ou de police des pêches, grâce à tous ces moyens d'action. Enfin, ils sont aptes à prêter assistance avec une zone d'emport de fret. On voit à l'image un conteneur de 20 pieds qui peut transporter n'importe quel matériel d'assistance aux populations, du matériel pour l'antipollution. Ils sont plus gros que la génération précédente, 1200 tonnes. Ça leur permet d'avoir des capacités de remorquage accrues, et donc d'être mieux en mesure de venir en aide à des bâtiments en difficulté. Et également, pour la zone Indo-Pac, on peut emporter une baleinière, donc c'est une embarcation à fond plat qui leur permet réellement d'atteindre tous les atolls et les îlots de nos territoires. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, les POM sont donc des moyens précieux et efficaces, déployés en Nouvelle-Calédonie et bientôt en Polynésie française et à La Réunion. Les noms choisis pour ces bâtiments montrent l'attachement qu'ils auront à leur port-base. Donc nous avons aujourd'hui l'Auguste Benebig à Nouméa, bientôt le Terriero à Terriero-Iterai, puis l'Auguste Técher, le Jean Tranap, le Philippe Bernardino et le Félix Eboué en Polynésie française et à La Réunion. Tous ces personnages illustres ont répondu à l'appel du général de Gaulle et ont combattu au sein de la France libre. Et cette série de POM, patrouilleurs outre-mer, leur rend hommage et rend hommage à l'engagement de nos outre-mer. J'en ai terminé et je suis prêt à répondre à vos éventuelles questions. La livraison de ces bâtiments et pour quand Alors, la livraison est conforme au calendrier qui a déjà été diffusé, donc pas d'éléments nouveaux là-dessus. Et donc, on pourra affirmer qu'à l'horizon 2026, tous nos patrouilleurs outre-mer seront au service actif et aptes à protéger au complet nos outre-mer. Nous allons passer, merci beaucoup commandant, nous allons passer maintenant au point de situation sur les opérations françaises en cours avec le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées. Merci Madame la Directrice, bonjour. C'est parti avec le flanc Est. Voilà. Tout d'abord en Lituanie, dans le cadre des missions de police du ciel, Enhanced Air Policing, le 4 décembre, 4 Mirage 2000-5 qui sont déployés là-bas. Et bien, le 4 décembre, 2 de ces 4 Mirage 2000-5 ont réalisé un entraînement conjoint avec 2 F-16 belges, qui sont aussi déployés là-bas pour la même mission. L'objectif principal de cette mission a été de s'entraîner à l'identification
et à la reconnaissance de terrain, le terrain de repli, si les avions devaient se dérouter au cours d'une de leurs missions de police du ciel dans les cieux baltes. L'armée de l'air belge arme depuis le 1er décembre le plot principal Baltic Air Policing, complété par la participation française de cette mission, donc de Enhanced Air Policing. Ensemble, les deux alliés veillent à garantir l'intégrité de l'espace aérien balte en conduisant des missions de surveillance. Enfin, les aviateurs français ont pu s'entraîner également aux côtés de leurs alliés polonais lors de cette séquence. Je vous rappelle que c'est depuis 2014 que les alliés mettent en œuvre un dispositif de police du ciel cohérent et renforcé sous le commandement de l'OTAN, et les armées françaises y déploient régulièrement leurs avions de chasse. En Estonie, dans le cadre de la mission Lynx, du 1er au 3 décembre, un détachement du sous-groupement tactique interarmes avec ses Griffons et la compagnie d'infanterie légère ont participé à l'exercice Okran 17 sur l'île de Saaremaa en Estonie, et je vais vous proposer de découvrir le film qui le décrit. Alors vous avez vu qu'il n'y a pas que des uniformes français, évidemment, dans cet exercice Orkan 17. Près de 100 volontaires de l'Estonian Defense League, EDL, se sont entraînés à réaliser des missions défensives aux côtés de leurs alliés français face à une force adverse blindée simulée, en tout cas jouée dans l'exercice. Cet exercice bilatéral a contribué au développement de l'interopérabilité entre les deux alliés, a permis aux militaires français et estoniens de poursuivre leur préparation opérationnelle dans des conditions particulièrement rustiques, et il illustre, là aussi, l'engagement français au profit des États baltes et du renforcement de la posture défensive et dissuasive sur le flanc est de l'Alliance. En Roumanie, depuis le 4 décembre, la cavalerie française et les sections d'infanterie mécanisées belges et luxembourgeoises du bataillon multinational conjoint participent au second exercice de type Eagle Fury de leur mandat, placé sous commandement belge et luxembourgeois. Les blindés Piranha belges, les véhicules blindés légers et les chars Leclerc français ont réalisé une session de tir après une première journée dédiée aux échanges de procédures. Le but de ces journées d'entraînement intenses a été de confronter les alliés, intégrés à la compagnie d'infanterie belge, à des scénarios tactiques de tir afin d'éprouver la capacité opérationnelle interalliée de l'ensemble des forces armées déployées en Roumanie, où je vous rappelle que la France est nation cadre de ce bataillon multinational. Je termine avec la dernière diapo en bas à gauche, qui concerne la mission de formation des forces armées ukrainiennes, qui se poursuit depuis l'année dernière, comme vous avez pu le suivre. Une mission qu'on appelle GERFO, et qui a atteint pour 2023 la cible prévue de 7000 soldats ukrainiens formés par les forces armées françaises. Les armées françaises proposent des formations de très haut niveau qui sont adaptées aux besoins et aux demandes des forces armées ukrainiennes. Elles sont dispensées soit sur le territoire national, soit sur le territoire de pays tiers de l'Union européenne, la Pologne en l'occurrence. La participation des armées françaises à la mission d'assistance à l'Ukraine de l'Union européenne, EUMAM, offre un cadre structuré et mutualisé, renforçant la coordination des 27 États membres et démultipliant leur offre de formation et d'entraînement au combat
au profit des forces armées ukrainiennes. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. En Méditerranée orientale, on commence par l'Égypte, où depuis le 28 novembre, la structure hospitalière installée à bord du porte-hélicoptère amphibie Dixmude accueille des patients durement touchés par les conflits dans la bande de Gaza. En étroite collaboration avec les autorités de santé locales, les responsables de la structure santé coordonnent chaque jour les patients et le flux de patients nécessitant une prise en charge à bord du PHA. C'est une structure hospitalière qui s'inscrit dans une logique de complémentarité des services disponibles dans les hôpitaux égyptiens en proposant des soins chirurgicaux complexes, parfois indisponibles à terre. Et le 2 décembre notamment, les autorités égyptiennes ont notamment sollicité le concours d'un hélicoptère NH-90 de l'aviation légère de l'armée de terre afin de réaliser une première évacuation médicale vers l'hôpital du Caire. Le 3 décembre, les premiers patients pris en charge à bord du Dixmude ont pu quitter le bord et être transférés vers les hôpitaux égyptiens afin d'entamer une période de convalescence. Depuis 10 jours, les militaires français s'adaptent en permanence et coopèrent avec le partenaire égyptien afin de garantir aux patients civils un accès à un service d'urgence et de chirurgie dans des conditions comparables à ceux d'un hôpital français. Toujours en Méditerranée orientale, mais en parlant cette fois-ci du dispositif beaucoup plus général et cohérent du dispositif maritime renforcé, la frégate multimission à capacité de défense aérienne, la FREMDA Lorraine, poursuit sa mission de surveillance et maintient ainsi la capacité autonome d'appréciation de situation de la France au Proche-Orient. Du 2 au 4 décembre, elle a effectué une relâche opérationnelle à Alexandrie, en Égypte, partenaire stratégique de la France. Par ailleurs, déployé depuis le 25 octobre dans la région, le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre est rentré le 5 décembre à Toulon et il est placé en alerte afin de pouvoir faire face à toute évolution de la situation en Méditerranée orientale. Sur la participation à la FINUL au Liban, dans le cadre de l'opération Daman, les casques bleus du contingent français de la Force Commander Reserve poursuivent leur patrouille dans la zone d'opération et effectuent également des actions civilo-militaires, notamment du matériel médical pour les populations civiles de la région. Au Proche et Moyen-Orient, cette fois-ci on passe un peu à l'est, voilà. Du 26 au 1er décembre, la frégate multimission Languedoc a effectué une relâche opérationnelle sur la base navale d'Abu Dhabi dans le cadre de sa relève d'équipage. Dès l'appareillage le 1er décembre, le Languedoc a intégré l'opération Agénor, qui est le volet militaire de l'initiative européenne European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz, et elle a été rejointe par un Atlantique 2, un avion de patrouille maritime, qui est donc déployé lui aussi au sein d'Agénor. Depuis son arrivée, cet avion a effectué 3 vols opérationnels au profit de EMASO. Du 23 novembre au 2 décembre, un avion de guet aérien avancé E2C Hawkeye a été déployé sur la base aérienne 104 des forces françaises aux Émirats arabes unis. Cet aéronef a ainsi contribué à l'appréciation autonome, là aussi, de situation dans la zone, mais aussi a contribué à la sécurité régionale en coopérant avec des partenaires de la région. Ce déploiement s'est inscrit dans le cadre d'un accord avec la France et les Émirats arabes unis qui vise à développer la coopération entre les deux pays et à dissuader toute menace. Enfin, ce même aéronef a contribué à la protection du groupe aéronaval américain Eisenhower, le Ike, dans le détroit d'Ormuz, renforçant la capacité de maîtrise des espaces aériens au-dessus du Golfe. Dans le cadre de la Combined Task Force 150, la CTF 150, la Marine nationale a effectué le mois dernier une saisie de 3 saisies massives de produits stupéfiants dissimulés à bord de boutres, les bâtiments traditionnels de la région. La quantité totale de produits s'élève à plus de 840 kg d'héroïne et 1590 kg de méthamphétamine. Ces saisies réalisées en eau internationale représentent une valeur estimée à près de 208 millions d'euros. C'est autant d'argent qui n'ira pas dans les réseaux criminels et terroristes internationaux. Les armées françaises sont un acteur engagé de la lutte contre le trafic de stupéfiants, en coordination avec les autres administrations impliquées, françaises comme étrangères. Elles interviennent dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française et en haute mer.
Dans le cadre de l'opération Chamal, participation donc française à l'opération coalition Inherent Resolve, 2 rafales de la base aérienne projetée au Levant ont mené une mission Partner Nation Integration, une mission dite PNI, au profit de leurs partenaires irakiens. Dans ce scénario, les avions de chasse ont simulé un combat aérien en pratiquant des entraînements conjoints de surveillance, d'identification, d'interception radar et de défense aérienne. Donc cette Partner Nation Integration a été effectuée notamment au profit des contrôleurs irakiens, ce qui renforce la coopération militaire entre les 2 partenaires. Ce qu'on démontre par ceci, c'est bien sûr de l'interopérabilité et l'engagement également de la France au sein de la coalition internationale luttant contre les résurgences de Daesh au Levant. On bascule en Afrique avec un point sur le Niger, où le désengagement des forces françaises se poursuit en bon ordre, en sécurité, dans les délais prescrits et en coordination avec les Nigériens. Et donc d'ici la fin d'année 2023, comme demandé et ordonné par le président de la République. À la date du 4 décembre, il reste à peu près un peu moins de 200 militaires français sur la base aérienne de Niamey qui poursuivent les opérations logistiques de désengagement vers la France. Il ne reste ainsi plus aucun véhicule blindé et les rotations aériennes quotidiennes sont effectuées pour effectuer le désengagement du fret. En parallèle, des convois logistiques civils permettent d'évacuer du fret non sensible vers les ports de la région pour un acheminement par voie maritime quand on ne peut pas partir par avion. Les détachements, le fret et les véhicules désengagés rentrent en France afin d'être réinsérés dans leur cycle de préparation opérationnelle. Au Tchad, de nombreux partenariats militaires opérationnels et actions d'aide médicale à la population sont organisés au profit de l'armée nationale tchadienne et de la population. Ainsi, le 28 novembre 2023, une livraison de produits pharmaceutiques a été réalisée au profit de la pharmacie mutualisée tchadienne par le service de santé des armées françaises. Ces produits pharmaceutiques sont destinés aux différentes zones de défense du Tchad, aux magasins centraux et à l'hôpital militaire d'instruction de N'Djamena. C'est un partenariat qui est destiné à être renouvelé et à évoluer en fonction des besoins, bien sûr, et des demandes du partenaire. En Afrique de l'Ouest et dans le golfe de Guinée plus précisément, le porte-hélicoptère amphibie Mistral et ses détachements de l'armée de terre qui sont embarqués sont rentrés à Toulon ce 4 décembre. Lors de ces 4 mois de mission Corymbe dans le golfe de Guinée, le Mistral a réalisé un grand nombre de missions et d'opérations différentes, comme l'accueil d'une trentaine de stagiaires issus de nations partenaires du golfe de Guinée pour la 2e édition du stage d'instruction régionale embarquée et numérique, SIREN, l'acronyme. Il a participé à plusieurs exercices de premier plan organisés par les partenaires régionaux, comme l'exercice Crocodile Lift au Nigeria, Sogojege en Côte d'Ivoire et tout dernièrement Xaritu 23 au Sénégal. Le 4 novembre, il a également intercepté un navire narcotrafiquant et saisi puis détruit près de 900 kg de cocaïne. Enfin, l'événement majeur de son déploiement a été l'exercice Grand African Nemo 23 du 10 au 15 octobre, qui a rassemblé 40 unités de 18 nations riveraines et 10 nations partenaires en mer et dans les airs autour des grands enjeux du golfe de Guinée, la lutte contre le trafic illicite et la lutte contre la pollution maritime. Ce déploiement a été l'occasion de favoriser la mise en commun des savoir-faire par l'approfondissement de la coopération opérationnelle et le renforcement de l'interopérabilité avec les différents partenaires riverains et de la région. Le Mistral a été relevé par le patrouilleur de haute mer enseigne de vaisseau Jacques Coubet, qui a rejoint la zone Corymbe le 27 novembre. On passe en Asie-Pacifique. Voilà. Avec le patrouilleur Arago qui poursuit sa mission Aquarius, partie de Papette le 21 novembre, dans les zones économiques exclusives des partenaires de la France. Il a ainsi déjà réalisé différentes patrouilles au sein des ZEE, des îles Kiribati, des îles Cook et des Samoa américaines. À l'issue de la première phase de sa mission, l'Arago est arrivé au port de Pago Pago. Aquarius a pour objectif de renforcer la sécurité régionale et de lutter contre la pêche illégale en soutien de la Forum Fisheries Agency, FFA. Ce type de mission illustre les actions concrètes et régulières que mène la France dans la zone, rappelée par le ministre lors du SPDMM. Avec
ses partenaires, les armées françaises, continuent ainsi de bâtir un Indo-Pacifique libre, ouvert et stable. En Nouvelle-Calédonie, depuis le 24 novembre, un détachement du régiment d'infanterie de marine du Pacifique Nouvelle-Calédonie, le RIMAP-NC, conduit la mission Castor aux côtés d'un détachement de la Vanuatu Mobile Force, la VMF. Cette mission civilo-militaire a pour but de réaliser des travaux de réhabilitation de groupes scolaires situés à Port Vila. Outre le renforcement de la relation bilatérale et des liens de confiance entre la France et le Vanuatu, cette mission mobilise des équipements, des hommes et des moyens des deux pays pour restaurer des conditions favorables à l'enseignement et à la santé de toute une communauté. Aux Antilles, le 28 novembre, le patrouilleur anti-Guyane PAG, la combattante, a réalisé une saisie de 3,5 tonnes de cocaïne sur un navire de pêche en haute mer au sud-est de la Barbade. Après une phase de localisation et de pistage par les moyens aériens puis d'interception par l'équipage, donc du PAG la combattante, 119 ballots de cocaïne ont été saisis. Conduite par les forces armées aux Antilles, cette opération a été réalisée avec l'appui de services interministériels en coordination avec les alliés américains et partenaires colombiens. Cette 7e saisie de l'armée de l'année 2023 porte le bilan des forces armées aux Antilles à plus de 10 tonnes de produits stupéfiants retirés des réseaux de distribution dont je vous parlais juste avant. J'ai terminé pour ce tour du monde et je suis prêt à prendre quelques questions, si vous voulez. Attends, on attend juste le micro. Bonjour, colonel. Est-ce que le navire Tonnerre a accueilli des patients gazaouis? Non, il n'a pas accueilli de malades à son bord. D'autres questions? Parfait. Si nous n'avons plus de questions, merci beaucoup, colonel. Je vous souhaite une très très belle journée, une belle semaine, et on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain à 11h. Bonne journée à tous.